Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, merci beaucoup, Madame l'administrateur provisoire, pour cette formule que j'ai apprise il y a quelques minutes et qui est fort pratique. Chers collègues, chers amis, chers étudiants, à titre, en quelque sorte, apéritif ou liminaire, je dois avouer qu'à la vue, mais je devrais dire à la contemplation de cet amphi Portalis dans lequel j'ai officié ordinairement hier matin et qui aujourd'hui est revêtu des plus sublimes atours et attributs, il est sans doute déjà possible de mesurer une forme de réalité augmentée. À l'issue de cette floraison pré-printanière de prix décernés à nos étudiants et qui vient récompenser chez eux les plus belles prouesses d'intelligence naturelle, c'est à l'invitation que je qualifierais d'hybride de Monsieur le Doyen, hybride parce qu'elle fut à la fois amicale et redoutable, et surtout entachée, comme vous allez pouvoir le constater d'ici quelques instants, d'une erreur profonde sur les qualités de la personne. Néanmoins, c'est à cette sollicitation que je voudrais évoquer devant vous quelques remarques, quelques pistes d'investigation suscitées par la thématique de l'IA, de l'intelligence artificielle, une réflexion qui est donc conduite par les différents laboratoires de la faculté Jean Monnet dans le cadre de ce projet Normes et Sciences, dont la Fédération de recherche Jean Monnet est la structure portante. Mon propos, et ce n'est pas une figure de style de ma part, sera bref, ce qui est à la fois une promesse et, pour ceux qui ont le malheur de me connaître un peu, une prouesse, ne serait-ce que parce que l'objet de cette péroraison est encore très largement insaisissable. Point de leçon, donc, à l'horizon, dussé-je décevoir notre doyen et vous tous par contagion, d'autant que les personnalités qui m'ont précédé ont déjà beaucoup et fort bien dit. Je ne cacherai pas davantage que le parrain de notre cérémonie de ce soir, que je sors moi aussi de ma zone de confort et que la curie romaine du XIXe siècle est un peu lointaine en ces instants. Me voici donc, et vous allez le voir, la référence est limpide, au bord de l'abîme. Et à l'orée de cette singulière année 2020, dont on m'a assuré qu'il s'agissait d'un nombre autodescriptif ou autobiographique, c'est-à-dire comprenant 2 2 et 2 0, l'intelligence artificielle concentre une grande part des mutations qui s'annoncent en touchant de très nombreux aspects, et peut-être même tous les aspects, de la vie de l'homme tel qu'il est accoutumé à se définir. Disruption ou révolution, chacun l'évaluera à l'aune de son propre lexique, mais avec l'idée commune d'un avant et d'un après l'IA. Et les deux vocables qui la composent, intelligence et artifice, sont chacun source de sidération. La sidération qui cause tantôt la paralysie, tantôt une hypervigilance suscitée par une inquiétude proprement existentielle. Ceci posé, à titre de constat sociologique ou de phénomène, cette dimension quantitative n'est pas la seule à prendre en compte. Si l'on se place du point de vue de la radicalité des processus à l'œuvre, ceux qui ont commencé ou sont appelés très prochainement à changer nos vies, la formule est fréquemment retenue pour titre ou sous-titre d'essais consacrés à l'intelligence artificielle. Sur ce plan donc radical, il s'agit aussi d'une opportunité
qui nous est offerte de nous interroger sur nos racines, et plus précisément sur les racines de la conception que nous nous faisons de l'homme. Donc, l'exercice est réflexif par excellence, et il est passablement paradoxal, puisque c'est en essayant de penser l'IA et ses contours que nous pouvons retrouver ou tenter de retrouver les contours mêmes de l'intelligence naturelle. Nous revenons, non pas 15, mais 7 siècles en arrière, avec la méthode théologique dite apophatique. Quand on ne sait pas ce que Dieu est, on va chercher à définir ce qu'il n'est pas, et on apportera à ce moment-là de l'eau au moule. Nous serions alors en train de vivre un passage, un moment clé, à la fois point critique et immense défi dont nous sommes nous-mêmes les créateurs et la cible. Car l'intelligence, fût-elle artificielle, est bien une science humaine, puisqu'elle définit l'être. C'est une question éminemment ontologique, ne serait-ce que parce qu'elle met en jeu la rationalité elle-même. Or, nous croyons savoir, depuis la fameuse équation posée par Hegel, que ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel. Dans cette perspective, l'IA, par les techniques sur lesquelles elle repose, par les logiques qui président à sa mise en œuvre, fait envisager un accroissement, une augmentation du réel, et conduirait, cela a été dit, à une forme d'apogée de la raison. Or, si l'on repousse les frontières du réel, et là tous les plus de 30 ans dans cette salle penseront immanquablement à la série X-Files, repousser donc les frontières du réel fait par définition sortir des limites du monde connu et explique la charge, la densité des projections suscitées par l'irruption de l'IA, qualifiée parfois dans une étonnante métaphore naturalisante de tsunami technologique. Nous retrouvons là l'abîme face auquel, bien sûr, la prudence rationnelle commande d'éviter tout pas en avant. Et pourtant, les projections en question sont de deux ordres. Soit l'espoir placé en l'avènement d'un monde meilleur, soit l'expression de peur profonde face à ce que Jean-Gabriel Ganachia caractérise comme une domination programmée, exercée par une super-intelligence. Le terme est de Nick Bostrom. Or, la domination, elle révèle nécessairement un principe de pouvoir et la perte de la part de l'autre de la maîtrise au sens du dominus. Le champ politique, mais aussi le champ juridique et économique s'annoncent. Ces deux types de projections ou de pentes attestent surtout la dimension de l'imaginaire nourri par l'IA et autour de l'IA, à la lisière du rationnel et de l'irrationnel, parce qu'à la lisière de l'humain et du surhumain ou du non-humain. Cet univers émergent sera-t-il un cosmos ou un chaos? Un monde régulé, obéissant à des lois de nature, ou un néant invivable, parce qu'incompréhensible, insaisissable par la raison humaine? Cette dialectique, et donc ce schéma binaire, révèle une peur du non-droit, de l'absence de règles et donc de repères, caractérisant ce que certains, dans le sillage de Zygmunt Bauman, appellent la modernité liquide. La modernité liquide qui, littéralement, est déstructurée, désordonnée, parce que la ligne de démarcation entre le sujet et l'objet se brouille et fait naître des identités multiples, éclatées, mouvantes, poreuses. Davantage que dominées, donc, nous risquerions bien d'être perdus et donc dénaturés.
Et donc, pour achever ce riant tableau, nous serions devenus monstres au sens d'une sortie des catégories naturelles définies depuis Aristote. C'est porteur de ce très vague fond d'inquiétude que nous pouvons nous trouver sidérés, j'y reviens, par les innovations anthropomorphiques, et notamment ces charmants robots conversationnels, les chatbots, présentés comme inoffensifs. Lors du dernier salon CES pour Consumer Electronics Show, un titre qui a tout de même le mérite de la clarté, ce CES qui vient de fermer ses portes à Los Angeles la semaine dernière, lors de ce salon, le groupe Samsung a présenté des humains artificiels, les néons. La démonstration, semble-t-il, n'a pas été entièrement convaincante, il y a eu des bugs, et peut-être parce que certains de ces néons n'ont pas encore, vous me pardonnerez l'expression, la lumière à tous les étages, soit, mais le sens en est voisin, parce qu'il nous porte à une révision sévère et scrupuleuse de la philosophie ontologique, c'est-à-dire les rapports possibles entre l'être et le néon. Mais après tout, des figures à la fois fort proches et historiquement éloignées, le golem, qui veut dire l'inachevé et l'informe, donc encore le liquide, ou la créature mise au point par le savant Frankenstein dans le récit de Mary Shelley, à partir d'un assemblage de cadavres, échouèrent eux aussi. Ces éléments donc n'échappent pas à l'humour, autre propre de l'homme, et à la dérision, même si nous devons bien reconnaître que notre rire, en l'occurrence, est un peu jaune. Et elle nous fait un instant conjurer le danger d'une décadence de l'humanité, concept assez précis, qui dit l'épuisement des valeurs sur lesquelles s'est construite une civilisation, voire de sa déchéance pour les tenants de la thèse collapsologique d'un effondrement prochain du monde. Mais ces éléments confèrent surtout sa substance à un défi, auquel l'esprit humain est tenu de répondre sur les deux plans conjugués de l'éthique et de la responsabilité. Et ce défi, il est sans doute impérieusement un appel au discernement. Ce discernement dont un article du Figaro publié l'été dernier et intitulé « Les robots contre la liberté », version démarquée donc sans doute de l'essai de Bernanos, prédit la défaite. L'algorithme, titre le Figaro, l'emportera sur le discernement. À cette aune, on osera quelques remarques qu'on pourra juger trop corporate, mais dont on aurait mauvaise grâce à me faire reproche tout de même en cette rentrée solennelle de notre faculté. C'est au jurisconsulte Ulpien, la star incontestée du digeste, ce copieux répertoire de doctrines compilé sur ordre de Justinien, c'est à Ulpien que l'on doit la définition du droit comme science du juste et de l'injuste, et de la figuration du magistrat comme seul apte à discerner le bien du mal. Cette faculté de discernement, cette prudence, fait aussi du magistrat un prêtre, connaisseur des choses humaines comme divines, dès lors qu'à l'origine, les dieux, ont caché, ont voilé les lois de nature. Ainsi, la jurisprudence revêt une utilité philosophique générale, mais aussi sociale, ou si l'on préfère, mais je ne sais pas trop pourquoi on préfère, sociétale, en matière, cela a été cité, de protection des données personnelles, de big data, de droit du travail, etc. Mais cette vertu prudentielle, elle promet d'être tout aussi indispensable dans la sphère même des professions du droit, au sein du droit et de la justice. Bien sûr, le premier domaine d'application qui vient à l'esprit, c'est la police et la justice prédictive,
quantification du risque juridique, criminalité et notamment récidive en matière pénale ou encore renseignement en matière de terrorisme. Mais une question clé, c'est celle des biais possibles de l'intelligence artificielle que Bernard Minier évoque abondamment à propos de la bien nommée Deus, un biais auquel les professionnels du droit n'échappent pas a priori. Une étude américaine a récemment fait état, après analyse de quelques milliers de décisions de justice rendues aux États-Unis durant les 5 dernières années, que le degré de sévérité des décisions d'un juge varie en fonction de paramètres aussi surprenants que les derniers résultats de son équipe de foot préférée ou que l'heure de la journée, par exemple, lorsqu'on s'approche du temps du déjeuner. Voilà qui fait retentir une alarme, celle du cocktail, bien sûr, qui nous attend. Opération d'autant plus facilitée qu'il n'y a rien à conclure, dans la mesure où sur ce terrain de l'IA, comme d'ailleurs sur bien d'autres, et c'est heureux, tout propos tendant à refermer ou à clôturer constituerait une imposture de premier choix, alors même que tout fait incliner vers le constat d'une porosité, d'une ouverture, peut-être même d'un principe d'incertitude ou d'interdétermination, analogique à celui exposé par Heisenberg, ce qui nous rapporte une nouvelle fois aux sciences exactes ou expérimentales avec lesquelles le doyen y a insisté. Le dialogue est à amplifier et à approfondir. Nous ne pourrons le faire, selon la fameuse interrogation « D'où parlons-nous ?», que depuis notre faculté, scientia ratio. Notre faculté qui a vocation sur ces questions à délivrer une parole scientifique centrale, peut-être même majeure ou médiatrice, au sein de la communauté de Paris-Saclay. Une communauté pluridisciplinaire, tout comme le sont les domaines d'intervention ou de contamination de l'intelligence artificielle. Mais après tout, sur ce terrain de l'imbrication entre facultas et universitas, nous pouvons avancer d'un pas sûr. La preuve s'en administre ce soir même. En toute rationalité, il est inconcevable que ce soit de manière fortuite, le professeur Sandra Charrère-Petit a insisté sur ce point, que ce soit donc de manière fortuite que, page 56, Bernard Minier ait crédité Moira, son héroïne, d'un doctorat soutenu à l'Université Paris-Sud. Bien sûr, pour la 2e édition, il siera d'opérer le changement de dénomination. Une opération plus que jamais naturelle. Et il est de notre responsabilité, celle de chacune, de chacun d'entre nous, enseignants-chercheurs, personnels administratifs, étudiants, donc l'universitas au sens le plus noble, de faire en sorte que ce passage soit celui d'une mutation intelligente, ce qu'elle sera aussi logiquement, raisonnablement, autrement dit, par nature. Je vous remercie de votre attention.